Bonjour à tous, je vous propose qu'on commence ce webinaire. Donc, je suis Céline Brugnot, Programme Manager Emploi, Formation et RSE chez ADN Ouest. Et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui ce 10e webinaire dédié au dispositif FNE Formation. Donc, avant de commencer, quelques recommandations. Donc, je vous invite à privilégier l'utilisation d'écouteurs ou d'un casque pour profiter au mieux de ce webinaire. Vos caméras et vos micros ont été désactivés par défaut et donc vous pouvez utiliser la fonctionnalité Converser pour chatter avec les intervenants et les autres participants et la fonctionnalité Q et R pour poser vos questions aux intervenants. Donc, ces fonctionnalités, elles sont accessibles via les boutons en bas au centre de votre écran. Et donc, il est à noter que les questions seront traitées à la fin des interventions de nos 3 intervenants. Donc, à la toute fin du webinaire, vous serez redirigé vers un lien Klaxoon qui vous permettra d'apprécier la qualité du webinaire et de nous proposer des sujets que vous voudriez voir approfondis ou traités lors des prochains événements. Donc, aujourd'hui, nos 3 intervenants vont croiser leurs regards et leurs expertises et nous parler de la mise en place du dispositif FNE Formation auprès des salariés placés en activité partielle. Donc, dans un premier temps, Denis Larcher, qui est chef de la mission Mutation économique et développement des compétences, nous expliquera les démarches pour mettre en place le dispositif et ses spécificités pendant la crise du Covid-19 que nous connaissons tous. Benjamin Oumaille, qui est directeur des opérations de l'ENI Group, nous parlera de l'impact du Covid-19 sur les organismes de formation et nous décrira la façon dont sont organisées les formations à distance. Et ensuite, pour terminer, donc Romain Taforo, responsable des ressources humaines de l'ENI Group, reviendra quant à lui sur son expérience de la mise en place du dispositif FNE Formation auprès des collaborateurs placés en activité partielle. Donc Denis, je vous laisse la parole. Très bien, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter dans le contexte que vous connaissez tous ce dispositif FNE Formation qui a été mis en place depuis quelques semaines maintenant et qui, à côté de la situation que vous connaissez tous, qui a conduit de très nombreuses entreprises à placer leurs salariés en activité partielle compte tenu de la baisse forte d'activité qu'elles ont rencontrée. Cette situation a conduit la ministre du Travail à proposer en alternative à la mise en activité partielle le déploiement du dispositif FNE Formation que vous connaissez peut-être déjà puisque c'est un dispositif des politiques publiques de l'emploi qui existe de longue date, mais qui dans le cadre de la situation Covid-19 va faire l'objet d'ajustements pour permettre aux entreprises d'engager des démarches d'action de formation pendant que les salariés sont placés en activité partielle. Donc, quelques éléments et je vais faire une présentation synthétique de ce nouveau dispositif et vous laisserez la possibilité de poser des questions et d'interagir à l'issue des différentes interventions pour avoir des précisions complémentaires. Vous indiquez donc que ce FNE Formation renforcée, mise en place dans le cadre du Covid-19, a fait l'objet d'une instruction spécifique en date du 9 avril dernier, que vous pouvez retrouver et qui est diffusée, notamment sur les différentes plateformes du ministre du Travail, de la ministre du Travail ou de la Directe Pays de la Loire. Ce dispositif renforcé prend d'abord appui sur l'instruction du 1er avril 2011, qui est relative donc à la démarche d'appui et d'accompagnement des mutations économiques et qui notamment proposait et présentait le dispositif de formation FNE Formation classique. Ce dispositif FNE Formation renforcé, il est mis en place de façon temporaire et vise à répondre, comme je le disais en introduction, aux besoins des entreprises qui sont placées en activité partielle. Donc, les entreprises qui ont sollicité le recours au dispositif d'activité partielle et qui ont placé leurs salariés en activité partielle pendant la période de crise sanitaire. Je fais référence et vous avez donc le lien. Je vous invite à aller sur ce lien de la Directe, du site de la Directe Pays de la Loire, sur lequel vous pourrez retrouver l'ensemble des informations et surtout l'ensemble des informations mises à jour régulièrement des différentes évolutions. Notamment, vous avez bien sûr l'instruction du 9 mai, mais vous retrouverez également le question-réponse qui, au fil des jours, complète des retours que l'on peut faire sur les questions qui nous sont remontées.
Quel est l'objectif poursuivi par le dispositif temporaire mis en place aujourd'hui dans le cadre du FNE formation renforcée? Bien sûr, c'est encourager, accompagner la mise en place de projets de formation pour les salariés des entreprises qui se trouvent donc placés en activité partielle, avec un objectif, c'est garantir leurs compétences et développer les compétences dans une perspective de reprise de l'activité économique. Ça, c'est le premier objectif. Le second objectif, et il est essentiel, c'est d'assurer effectivement un reste à charge zéro pour les entreprises. J'y reviendrai, mais c'est un élément essentiel dans le contexte actuel que connaissent les entreprises. Bien évidemment, l'idée, c'est de faire en sorte que l'ensemble des coûts générés par l'engagement des entreprises dans des actions de formation spécifiques puissent être couverts par le dispositif que je vous présente. Par rapport au dispositif classique que vous connaissez peut-être, très rapidement, 3 évolutions majeures. Premièrement, l'élargissement du périmètre des entreprises éligibles. Vous savez peut-être que le dispositif FNE formation classique, je dirais, est un dispositif qui est principalement ouvert aux entreprises de moins de 250 salariés ou aux établissements qui appartiennent à des entreprises de moins de 250 salariés. Dans le cadre spécifique de ce dispositif renforcé, aujourd'hui, il n'y a pas de limite en termes de taille d'entreprise pour pouvoir solliciter le recours à ce dispositif. Il vise à soutenir des formations des salariés placés en activité partielle. Là encore, c'est une spécificité qui est liée à ce dispositif exceptionnel, puisque en règle générale, quand un salarié est engagé dans une action de formation, on va considérer juridiquement que c'est la poursuite naturelle de son contrat de travail et donc il a une situation de mise en situation de travail, alors que là, dans le contexte actuel, il y a la possibilité donc de cumuler le recours à l'activité partielle qui est une suspension du contrat de travail et la mise en formation du salarié concomitamment à la situation d'activité partielle. Et puis, je le disais comme un des objectifs, c'est l'augmentation du niveau de prise en charge par l'État des coûts pédagogiques qui sont générés par les actions de formation qui vont être engagées par les entreprises pour faire en sorte que le coût lié aux formations ne soit pas un frein pour les entreprises pour engager leurs actions de formation. Quelles sont les modalités principales de mobilisation de ce dispositif d'urgence ? L'une des premières modalités, je le disais en évoquant les évolutions majeures du dispositif, c'est que les actions de formation vont se conduire alors même que le salarié est placé en activité partielle. Et ça fait le lien également avec l'objectif de reste à charge zéro pour les entreprises. C'est qu'à la fois l'entreprise va pouvoir bénéficier pour la rémunération du salarié placé en activité partielle de l'allocation activité partielle et en même temps va pouvoir bénéficier pour les coûts générés par la formation d'une prise en charge à 100% des coûts pédagogiques de cette action de formation par le dispositif FNE formation. Ce dispositif est mis en place de façon double ou duale, soit de façon individuelle, c'est-à-dire que l'entreprise va pouvoir solliciter le recours à ce dispositif en prenant contact avec la directe. Et nous reviendrons à l'issue de cette présentation sur les coordonnées des interlocuteurs. Soit l'entreprise n'a pas les moyens ou ne souhaite pas s'engager elle-même directement sur la recherche d'actions de formation correspondantes, sur l'ensemble des actions d'ingénierie nécessaires à la mise en place de cette action de formation. Et dans ce cas-là, il pourra solliciter son OPCO pour lui permettre d'engager ses salariés en formation. L'ensemble des entreprises, je le disais tout à l'heure, sont éligibles, quelle que soit leur taille, quel que soit le secteur d'activité dont elles dépendent. La seule obligation, je dirais, c'est que cette entreprise bénéficie bien d'une autorisation de recours à l'activité partielle qui est en cours. Donc, il sera important pour l'entreprise de pouvoir être autorisée à recourir à l'activité partielle. Cette autorisation lui permettra de basculer le cas échéant sur le dispositif FNE formation si elle souhaite, pendant le placement de ces salariés en activité partielle, leur permettre d'accéder à des actions de formation.
Autre modalité, et je le précisais tout à l'heure, une prise en charge à 100% des coûts pédagogiques. Donc là, on est vraiment dans un objectif où le reste à charge pour l'entreprise doit être nul. Donc, il a été décidé dans le cadre de ce dispositif FNE formation renforcée, et c'est une spécificité puisque vous le savez peut-être, mais il y a des règles européennes qui normalement limitent les aides publiques à la formation. Dans le cadre spécifique, l'État français a obtenu une dérogation de l'Union européenne et permet ainsi une prise en charge à 100% des coûts pédagogiques. Cette prise en charge à 100% des coûts pédagogiques traduit également la nécessité ou l'absence de nécessité plutôt que l'entreprise ait à rechercher des cofinancements, puisque dans ce cadre-là, seul le FNE formation sera mobilisé pour prendre en charge les coûts liés aux formations engagées dans son cadre-là. Et puis en contrepartie, et effectivement, l'entreprise va bénéficier du maintien du versement de l'allocation activité partielle pendant la formation des salariés. À ce titre, je précise que contrairement au dispositif classique, je le disais tout à l'heure, le salarié est en suspension d'activité, pour autant, il va pouvoir suivre une action de formation. Dans ce cadre spécifique de FNE formation renforcée, l'entreprise n'a pas l'obligation de maintenir la rémunération totale. Elle peut simplement verser l'allocation qui est due au salarié quand celui-ci est placé en activité partielle pendant les heures où le salarié va être en action de formation. Sur la question de l'éligibilité des actions de formation, à ce stade et aujourd'hui, et compte tenu du contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui, sont privilégiées les actions qui sont réalisées à distance. Donc ça, c'est un point important qui fera certainement l'objet d'un assouplissement dans les prochaines semaines pour tenir compte aussi des phases progressives de déconfinement. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, le dispositif FNE formation qui peut être mobilisé dès à présent vise des actions de formation qui sont réalisées à distance. Toutes les actions de formation sont éligibles, à l'exception de celles qui relèvent de l'obligation de formation générale à la sécurité qui incombe à l'entreprise et pour lesquelles l'entreprise devra continuer à former ses salariés dans ce cadre-là en mobilisant son plan de compétences, son plan de formation annuel. Quel est l'engagement de l'entreprise qui va bénéficier de ce type de financement? Il est de s'engager à maintenir dans l'emploi les salariés qui sont formés. Ce maintien dans l'emploi se traduisant par évidemment le maintien pendant que le salarié est en action de formation, mais aussi à l'issue de l'action de formation, le salarié doit être en emploi au moment où il reprend son activité normale ou au moment où il est placé en activité partielle, si d'aventure l'entreprise n'a pas encore suffisamment d'activité pour faire revenir en activité son salarié. Élément important, essentiel, sur lequel les entreprises vont devoir être vigilants, compte tenu du fait que le contrat de travail du salarié est suspendu puisque placé en activité partielle, il est nécessaire et indispensable que le salarié ait donné son accord pour suivre la formation. Les formations qui peuvent être suivies dans ce cadre-là sont soit des formations qui sont à l'initiative de l'employeur, soit des formations qui peuvent être à l'initiative du salarié, avec l'accord de l'employeur bien évidemment, et notamment si cette formation n'a pas un lien direct avec le poste occupé ou le poste que pourrait occuper dans l'entreprise le salarié dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc, retenir que le salarié a la possibilité, avec l'accord de son employeur, de suivre une action de formation qui constitue la construction de son parcours professionnel personnel, sans qu'il y ait un lien direct avec l'activité de l'entreprise et dans lequel aujourd'hui il est présent. S'agissant, et pour conclure cette première partie d'intervention sur les modalités pratiques, je le précisais, l'entreprise qui va solliciter le recours à l'activité partielle et qui va en même temps souhaiter faire bénéficier ses salariés du FNE formation renforcée a deux possibilités pour activer les financements de l'État à ce titre. Soit il sollicite directement donc l'unité départementale du lieu d'implantation de son entreprise pour la signature d'une convention financière entre l'État, la directe donc, et l'entreprise.
Donc, je vous ai remis sur le slide les différentes adresses mail sur lesquelles doit adresser l'entreprise sa demande. Donc, pour chaque département, vous avez un interlocuteur dédié qui va prendre en charge cette demande. Ça, c'est pour le cas où l'entreprise a la capacité de construire ce plan de formation ou cette formation avec des salariés. Soit l'entreprise n'a pas ces moyens-là, ne souhaite pas en prendre en charge administrativement donc la gestion de la conclusion d'une convention avec l'État. Et dans ce cas-là, elle peut se rapprocher de son OPCO, donc, dont elle dépend, pour pouvoir construire cette action de formation et pour pouvoir être accompagné par l'OPCO dans l'ingénierie de formation nécessaire donc, à la mise en œuvre de ce dispositif. Sachant qu'en Pays de la Loire, l'ensemble des OPCO s'est engagé donc, aux côtés de la Directe dans ce cadre-là et que les conventions financières qui doivent être signées avec les OPCO dans ce cadre-là sont en cours de signature auprès de chacun des OPCO et que les OPCO sont invités et le font dès à présent à valider des actions de formation qui ont été présentées par les entreprises, même dans l'attente de la signature de cette convention financière. Autre point important pour l'entreprise de recourir à l'OPCO, c'est que dans la majorité des cas, l'OPCO se subroge et va finalement va jouer le rôle de trésorier pour l'entreprise, ce qui fait que l'entreprise n'aura pas besoin d'avancer les fonds auprès de l'organisme de formation. C'est l'OPCO qui financera directement l'organisme de formation en lieu et place de l'entreprise. Je vous ai indiqué également, pour être tout à fait complet, à la fois mes coordonnées mail et les coordonnées mail de la mission que j'anime, sur lequel vous pouvez également nous interroger, nous solliciter en tant que de besoin. Voilà pour cette première partie de présentation et je propose à Benjamin de prendre la suite. Alors, donc pour ma part, je vais vous présenter un petit peu comment nous sommes adaptés par rapport à la crise que nous vivons actuellement et puis également vous faire un retour par rapport à la mise en place des actions de formation via le dispositif FNE Formation. Alors, pour commencer, une petite présentation du groupe ENI. Donc en fait, le groupe ENI, c'est trois entités, trois sociétés, la plus ancienne étant l'ENI École Informatique, qui a été créée en 80. Donc c'est une école qui assure la formation initiale au métier de l'informatique. Ce sont des formations diplômantes, Bac+2, Bac+5. Et l'école aujourd'hui est implantée donc, sur plusieurs sites sur la région ouest. Et propose également maintenant depuis un peu plus d'1 an un campus en ligne donc, qui permet aux étudiants de pouvoir se former à distance. Et donc à ce moment-là, on sort de notre périmètre géographique habituel. Deuxième entité du groupe, ce sont les éditions ENI. Donc le métier des éditions, c'est de l'édition de ressources pédagogiques en informatique, donc à savoir des livres qui sont également déclinés sous forme de support de cours pour les organismes de formation, des vidéos de formation, une bibliothèque numérique, un portail de formation e-learning et également, depuis maintenant 2 ans, on édite également des certifications. Et puis, donc, pour finir, ENI Service, donc, qui est l'entité que je représente. Donc, nous faisons de la formation informatique pour les salariés d'entreprise, donc des formations dans le domaine informatique technique, bureautique, sur la gouvernance également et la PAO. Et donc nous sommes implantés globalement sur le Grand Ouest et également sur Nice et sur Paris. Alors les conséquences de la crise sur les organismes de formation, en fait, elle est assez simple. Depuis le 16 mars et jusqu'au 8 mai inclus, on va dire même jusqu'à ce soir, parce que demain c'est férié, donc nous ne sommes pas autorisés à accueillir des stagiaires dans nos locaux. Donc on a appris en ce début de semaine qu'on allait pouvoir à nouveau accueillir des stagiaires à partir du 11, en respectant bien entendu les normes sanitaires à mettre en place.
Donc, ce qui fait que pendant toute cette période-là, il a fallu que tous les centres de formation s'organisent pour pouvoir proposer la formation, mais à distance. Point important, donc la FFP, donc la Fédération de la formation professionnelle, estime que pendant cette période de confinement, il y a à peu près 70 à 75% des organismes de formation qui ont été à l'arrêt total, tout simplement parce que beaucoup de domaines de formation ne sont pas ou difficilement transposables en formation à distance. On a l'avantage, nous, dans la formation informatique, de travailler sur l'outil informatique qui nous offre des moyens de pouvoir organiser des formations à distance, que je vais pouvoir vous présenter ensuite. Donc, dans la mesure où on doit proposer des formations à distance, quelles sont les deux choses, en fait, les deux modalités qui sont possibles? Donc, la première, c'est de transposer tout simplement la formation présentielle, mais à distance, donc sous forme de classe virtuelle ou classe virtuelle améliorée. Et la deuxième solution, c'est de partir sur de la formation e-learning avec un accompagnement par un tuteur qui va permettre de guider, d'accompagner l'apprenant tout au long de son parcours de formation. Là encore, c'est intéressant puisque la FFP donc a évalué qu'avant la crise, il y avait à peine 10% de l'activité formation qui était dispensée à distance. Et pendant la période, en fait, ce nombre il a doublé, voire triplé. Donc, on peut s'attendre aussi qu'une fois la crise passée, voilà, les mentalités, les habitudes des apprenants et des clients face à la formation à distance auront évolué. Et il y a de fortes chances que en fait, ça continue à se poursuivre. Nous, on le voit avec nos clients. On a un certain nombre de clients qui ont été séduits par la formation à distance, la souplesse que ça apporte. Et qui s'engage en fait à maintenir cette modalité pédagogique au-delà en fait de la crise Covid. Alors la formation présentielle à distance chez ENI Service, comment ça se passe? En fait, c'est un sujet sur lequel on n'est pas nouveau, puisque pour nous, ça fait 10 ans en fait qu'on a initié ce projet-là. À la base, donc on a beaucoup de nos clients qui le connaissent. En fait, c'est une solution qu'on a appelée InClass. C'est une solution à la fois technique et pédagogique qui nous permet d'interconnecter nos salles de formation sur nos 5 agences. Donc le formateur est présent par exemple dans nos locaux à Nantes. Il peut avoir avec lui dans sa salle de formation quelques stagiaires et on va avoir d'autres participants qui vont être présents dans nos locaux de Niort, de Rennes par exemple, etc. Donc c'est un dispositif qui marche très très bien. On a en 10 ans formé plus de 7600 personnes avec ce dispositif. On l'a construit de façon à ce que ça soit beaucoup plus qualitatif que de la simple classe virtuelle. Donc vraiment parce qu'on l'a pensé avant tout pour de la pédagogie. Donc on a couplé des outils de vidéoconférence avec des outils pédagogiques. Et donc ça nous permet d'avoir vraiment une immersion et une participation active à la formation par les participants. Donc, ils retrouvent bien entendu la partie théorique du cours. Ils ont accès à des plateformes de travaux pratiques en ligne donc qui leur permettent de pouvoir réaliser l'ensemble des exercices et des manipulations. Il y a un échange permanent avec le formateur et les autres participants. Bien entendu, les participants voient tout ce que fait le formateur sur son ordinateur. Et le formateur également voit les écrans de l'ensemble des participants distants quand ils sont en travaux pratiques. Donc il peut intervenir au besoin s'il y a des gens qui sont bloqués et qui ont besoin d'être accompagnés dans la réalisation des exercices. Le seul inconvénient qu'il y avait sur cette solution, c'est que, qui était comme une contrainte, c'est que nos stagiaires devaient venir dans nos locaux pour suivre leur formation. Donc en fait, on a travaillé depuis le mois de décembre à l'évolution de cette solution. On souhaitait rendre possible le suivi de formation depuis chez soi ou depuis son entreprise à nos stagiaires. On a élaboré un premier prototype en janvier, on a équipé une première salle en février. Et puis, la crise Covid est arrivée. On n'a pas eu d'autre choix que de ne faire que de la formation à distance.
Et donc, ça a accéléré le déploiement. Et à fin mars, on avait équipé 10 salles de formation, donc qui sont complètement opérationnelles et depuis utilisées quotidiennement et de façon permanente quasiment. Alors les plus de ça, bien entendu, c'est que pour le coup, on enlève la contrainte de déplacement à nos apprenants, donc ils peuvent rester aujourd'hui chez eux et demain au choix chez eux ou dans leur entreprise. Donc le stagiaire rejoint en fait la formation à partir de son propre ordinateur. Donc bien entendu, il faut qu'il dispose d'une webcam, d'un micro, de haut-parleur ou d'un casque et d'une ligne internet au débit. On préconise un deuxième écran ou une tablette pour avoir un meilleur confort, puisqu'il y a plusieurs fenêtres en fait à afficher. Donc c'est essentiellement, en gros, il y a besoin d'avoir en permanence 2 fenêtres d'afficher pour que ce soit confortable. Donc le point négatif qui pourrait rester, c'est que par contre, lui, le formateur, doit encore venir dans nos salles de formation, puisque là, il y a toute la solution pédagogique et technique qui est présente dans nos salles. Mais en tout cas, la contrainte a été enlevée côté client. Alors, pourquoi le téléprésentiel, ça fonctionne chez nous? En fait, on a transposé l'ensemble des ressources pédagogiques de la formation présentielle dans la forme d'une modalité à distance. En fait, ce qui est important, c'est qu'il faut englober tout le monde, tous les acteurs, et vraiment les rassurer. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a fait? On a rassuré nos formateurs. Donc ça a été initié il y a maintenant 10 ans. Tout simplement, cette solution, elle a été conçue par des formateurs et pour des formateurs. Donc l'idée, c'était qu'ils n'aient pas à adapter leur pédagogie à la solution. Donc ils pouvaient continuer à dispenser leur formation comme ils avaient l'habitude de la dispenser en présentiel. Aujourd'hui, la solution telle qu'on l'a fait évoluer, quand on a par exemple un nouvel intervenant externe qui vient pour faire une formation, on lui demande juste d'arriver un peu plus tôt le matin et en 10 minutes, on lui fait une présentation très rapide de la solution pour qu'il puisse évaluer vraiment tout le potentiel pédagogique des outils. Donc c'est vraiment une prise en main très rapide. Après, le deuxième point, c'est de rassurer nos clients. Donc tous nos donneurs d'ordre qui sont donc les responsables de formation, les responsables de ressources humaines, qui peuvent être sceptiques éventuellement sur la qualité de cette modalité par rapport à du présentiel. Pour ces gens-là, on a tout simplement organisé des sessions de démonstration, leur montrer la solution et on en a convaincu beaucoup, enfin ceux qui étaient les plus sceptiques. Et en fait, ces personnes-là ont maintenu les formations qui étaient programmées sur la période et même pour certains, on ont programmé des nouvelles. Donc vraiment, ils ont été séduits et les retours aussi bien clients que stagiaires sont très très bons. Et le dernier point, c'est de rassurer les stagiaires. Tout simplement, ce qu'on fait, c'est que pour assurer un démarrage de la formation dans les meilleures conditions, on planifie au préalable un rendez-vous avec chacun des stagiaires pour valider tout simplement si l'équipement informatique dont dispose l'apprenant est suffisamment dimensionné pour pouvoir suivre la formation. Alors c'est aussi bien l'ordinateur, après on se retrouve aussi à avoir des apprenants qui des fois utilisent leur ordinateur professionnel, il peut y avoir des contraintes de sécurité, donc on lève ces barrières de sécurité pour que ça puisse, ou on les contourne pour que ça puisse fonctionner. Et puis on va aussi évaluer si les gens ont une ligne internet suffisante pour pouvoir suivre la formation. Globalement, ça se passe quand même très très bien. On a de rares cas où on rencontre des soucis. Donc ça, c'est un élément rassurant parce qu'on présente l'environnement, on explique aussi comment va se dérouler la formation avec cette chose-là, ce qui fait que les stagiaires, quand ils arrivent le premier jour de la formation, là, à 9 h, en fait, ils ne découvrent pas l'environnement. Donc ça nous permet aussi de pouvoir démarrer immédiatement et de ne pas perdre du temps, que tout le monde puisse se connecter, etc. Pour faciliter la programmation de ces rendez-vous, on a mis en place également une application une application web qui permet aux gens de pouvoir planifier un rendez-vous auprès de notre service logistique, donc quasiment on va dire la veille pour le lendemain, et on peut comme ça donc programmer ces rendez-vous plus facilement et les organiser.
L'autre modalité donc, que j'évoquais, mis à part le téléprésentiel, donc c'est l'e-learning. Donc l'e-learning chez ENI, en fait, c'est une vieille histoire puisque ça a plus de 20 ans maintenant, donc, notamment avec une solution développée par les éditions ENI qui s'appelle MediaPlus e-learning. Aujourd'hui, cette solution, enfin nos modalités e-learning, on les a fait évoluer. On dispose également aujourd'hui de formation e-learning en informatique technique. Donc l'idée, c'est vraiment de transposer là aussi un contenu pédagogique présentiel en modalité e-learning. Donc les gens vont se connecter à une plateforme en ligne. Ils y ont accès pendant 3 mois, donc c'est le temps d'accès à la plateforme. Après, ils organisent leur temps de formation comme ils le souhaitent, en fonction de leur disponibilité, des contraintes personnelles et professionnelles. Au travers de cette plateforme, donc, ils ont des cours sous la forme de vidéos, ils ont des exercices à réaliser. De la même manière, on leur met à disposition une plateforme technique pour qu'ils puissent réaliser à distance leurs exercices. On fournit également des ressources pédagogiques sous forme de livres. Et le gros plus, et ce qui est vraiment important, c'est que c'est de l'e-learning tutoré. Donc on fournit systématiquement un accompagnement à la fois technique et pédagogique, donc qui est limité par mail de façon asynchrone, mais qui peut être aussi planifié. Donc les apprenants peuvent planifier des rendez-vous pédagogiques avec un tuteur pour poser leurs questions. Et donc le rôle du tuteur, il va être là pour les accompagner, mais aussi pour les encourager parce qu'on sait très bien que l'e-learning, ça demande aussi à ce que les gens soient plus acteurs de leur formation. Et donc nous, on a notre rôle aussi derrière, c'est de motiver les gens à utiliser leur module e-learning pour assurer leur formation. Voilà. Diapo suivante. Alors, retour d'expérience sur le dispositif FNE formation renforcée. Donc, comme l'a évoqué Denis tout à l'heure, c'est un dispositif donc, qui est réellement effectif depuis le 14 avril. Nous, ce qu'on a senti, alors on a sollicité nos équipes commerciales pour contacter nos clients, on a fait des actions de communication sur notre site via une actu, sur les réseaux sociaux, via des newsletters également. On a senti un démarrage vraiment timide les 2 premières semaines. Pourquoi? Parce que le 14 avril, en fait, c'était le tout début des vacances scolaires pour l'Ouest. Et malgré la crise actuelle, on a eu le sentiment qu'on avait beaucoup de gens qui étaient en congé. Donc depuis la fin des congés, on sent qu'on a un peu plus de demandes. Donc c'est un dispositif qui est aussi à évoluer. Au tout début, il y avait un certain nombre de flous, d'imprécisions qui ont été complétés dans les dizaines de jours qui ont suivi, et c'est sans doute aussi un dispositif qui va continuer à évoluer. Donc aujourd'hui, on a une idée beaucoup plus précise de ce que c'est, de comment le mettre en place, même si on continue à lever certaines incompréhensions ou idées préconçues de la part de certains clients. Donc notamment, là, on a des clients qui pensent que le financement est plafonné à 1 500 € TTC par salarié, donc ce qui n'est pas le cas. Que le dispositif va être valable uniquement pendant la période de confinement, ce qui n'est pas le cas non plus. On a eu des salariés qui se sont adressés directement à nous en pensant qu'ils pouvaient être autonomes pour mettre en place leur action de formation. Donc, ils peuvent être acteurs, mais ils doivent obligatoirement passer par leur entreprise. Mais c'est quelque chose qui est possible. On a remarqué aussi qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui préféraient attendre que leur OPCO soit conventionné par les directs pour pouvoir travailler directement avec elles, puisque les OPCO, ce sont vraiment les interlocuteurs habituels des entreprises. Donc, ils préfèrent garder cette simplicité-là. L'OPCO qui a été le plus réactif sur le sujet, c'est l'OPCO Atlas. Et aujourd'hui, les adhérents Atlas peuvent notamment aller sur le portail MyAtlas et faire leurs demandes directement en ligne, comme ils ont l'habitude de le faire sur leurs autres demandes de formation. Donc c'est assez facilité.
Autre raison également voilà, d'attendre de pouvoir le faire par le biais des OPCO, comme le disait Denis tout à l'heure, c'est la subrogation de paiement. Puisque effectivement, dans ce cadre-là, l'action de formation, donc le paiement de l'action de formation est pris en charge intégralement par l'OPCO, donc l'entreprise n'a pas à avancer en fait d'argent. Donc qui dans la situation actuelle, et vu le niveau de trésorerie de beaucoup d'entreprises, c'est plutôt quelque chose d'indispensable. Les retours clients qu'on a pu avoir aussi, donc des freins à la mise en place, c'est de savoir, bah oui, alors, le dispositif m'intéresse, mais là, mes salariés sont tous chez eux, confinés. Je ne sais absolument pas s'ils sont équipés informatiquement pour pouvoir suivre une formation à distance. Et on n'a pas la possibilité de pouvoir les équiper facilement. L'autre point également, c'est pendant la période d'activité partielle, le contrat de travail est suspendu. Donc, il y a certaines entreprises qui ne souhaitent pas imposer à un salarié de suivre une formation dans ces conditions-là. D'autres clients, et je pense que c'est pour le cas de beaucoup, qui aujourd'hui n'osent pas s'engager dans ce dispositif sans savoir comment va être l'activité demain, comment ça va reprendre avec la levée du confinement, et si les salariés seront toujours disponibles pour suivre des formations. Donc par rapport à ça, justement, l'État a levé un point important, c'est-à-dire que si vous faites des demandes de prise en charge donc au travers du FNE et qu'un salarié était amené à reprendre son activité, la prise en charge resterait effective malgré tout. Donc ça, c'est un point important. Alors les projets financés par le FNE, globalement, les retours que l'on a, c'est beaucoup d'ESN, des grosses ESN, donc qui se retrouvent à avoir un certain nombre de leurs salariés en intercontrat, et donc qui en profitent pour mettre en place des formations téléprésentielles en intra pour beaucoup, donc vraiment pour faire du reskilling de compétences. Ils n'ont pas la garantie que ces intercontrats, les intercontrats puissent se reprendre derrière, les missions puissent reprendre telles quelles. Donc c'est de remettre à niveau les compétences des collaborateurs pour pouvoir les positionner sur des projets avec des technologies plus actuelles, on va dire. Donc ça pour beaucoup. La situation a fait que beaucoup d'entreprises ont été obligées de mettre en place le téléprésentiel, pardon, pas le téléprésentiel, le télétravail de façon un peu empirique, donc de déployer des outils collaboratifs et à l'usage de rendre compte qu'en fait les gens n'étant pas formés, c'est difficile de travailler. Donc aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de projets de grosses entreprises, donc pour plusieurs dizaines, voire centaines de collaborateurs, donc de les former à travailler de façon collaborative avec Teams, avec Office 365, avec la Google Suite également. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très contextualisé. On a une très forte croissance des projets de formation e-learning tutoré en bureautique et technique. À titre d'information, habituellement, on a un agenda de rendez-vous de tutorat qui est en place. Là, aujourd'hui, on en a 4 en parallèle. Donc, on a vraiment une très, très forte demande. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que dans la mesure où, avec le confinement, les salariés se retrouvent à la maison avec des fois un ordinateur qui doit être partagé entre les membres de la famille, à devoir gérer les enfants, faire la classe aux enfants. Suivant une formation complète sur une journée, c'est un peu compliqué. L'e-learning apporte la souplesse de pouvoir moduler la formation un peu comme on veut avec ses contraintes personnelles et professionnelles. Et on a également quelques inscriptions individuelles donc sur nos formations inter-entreprises, mais c'est un peu plus anecdotique aujourd'hui. Donc je passe la parole à Romain. Donc Romain, c'est notre responsable des ressources humaines au niveau du groupe. Donc il va vous faire un retour d'expérience sur nous également en tant qu'entreprise, comment on essaye de mettre en place des actions de formation en bénéficiant de ce dispositif FNE Formation.
Bonjour à tous. Donc oui, moi je vais vous faire un petit retour d'expérience à cet instant, donc quelque chose assez rapide. Vous expliquer voilà, en tant que responsable RH comment j'ai appréhendé ce dispositif et aujourd'hui où j'en suis, mes éventuelles difficultés rencontrées. Donc dans un premier temps, il a fallu découvrir ce dispositif du FNE renforcé, hein. Comme le disait Benjamin tout à l'heure, il y avait certaines imprécisions. Moi j'avais une certaine frilosité à m'engager sur un dispositif qui était encore incertain. Engager des fonds peut-être ne serait pas garanti. Donc il a fallu dans un premier temps vraiment faire une analyse on va dire juridique du contexte, bien s'assurer voilà, qu'on est en mesure de répondre à tous les critères d'éligibilité du FNE. Donc voilà, il a fallu s'approprier le FNE. Donc pour s'approprier le FNE, moi j'ai vraiment eu trois sources d'informations essentielles. Donc les sites gouvernementaux, comme le disait Denis tout à l'heure, je suis allé sur le site du ministère du Travail, où là, vous avez notamment une FAQ qui est mise à jour régulièrement. Moi, je vous invite vraiment à aller sur cette FAQ, qui est très bien, très concise. Et puis les sites aussi de la Directe, hein, la Directe Pays de la Loire notamment, qui résume bien le FNE et qui peut vous aider, qui moi m'a aidé à mettre en œuvre ce dispositif. Donc première source d'infos. Après, moi, je me suis rapproché également de mon OPCO, qui a également constitué vraiment une clé d'entrée pour mettre en œuvre le FNE. On vous a expliqué hein, que l'inspection du travail, la Directe a mis en œuvre des conventions avec les différentes OPCO. Donc les OPCO sont aussi maintenant des relais. Donc je me suis rapproché donc, de mon OPCO. Et enfin, les organismes de formation, UNI en est l'exemple parfait, qui peut vous accompagner dans cette démarche du FNE. Donc voilà, vraiment trois sources d'information, les sites gouvernementaux, les OPCO et les OF, donc organismes de formation, qui peuvent vraiment vous accompagner. Donc voilà, ça m'a permis de bien découvrir ce FNE. Une fois que j'étais sûr que donc, nous étions éligibles, alors ça m'a paru vraiment être une opportunité dans un climat incertain, très inédit, très compliqué actuellement, pouvoir former nos salariés dans ce moment-là. Moi, voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc, on a commencé à recenser nos besoins en termes de formation pour les salariés en activité partielle dans un premier temps. Comme le disait Denis tout à l'heure, c'est vraiment une démarche co-construite et partagée. J'insiste sur ce point, hein. Ce n'est pas quelque chose qui va se mettre de façon unilatérale. C'est vraiment le salarié et l'entreprise qui mettent en œuvre cette formation. Donc moi, j'ai eu les deux cas. J'ai eu des salariés qui m'ont contacté pour me faire part de leur intérêt pour telle ou telle formation. Et puis, j'ai également sollicité des salariés à se former, donc, puisque j'avais des formations inscrites dans mon plan de formation, où j'avais des demandes lors des entretiens professionnels pour se former. Donc, c'est vraiment quelque chose de co-construit. Il existe un document, hein, un accord écrit du salarié qu'on doit transmettre quand on fait un dossier de subvention qui, justement, explique parfaitement ça. Hein, vraiment, c'est partagé. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je voulais insister. Donc, chez UNI, on a eu, dans ce cadre du dispositif FNE, des demandes à la fois du salarié et également de l'entreprise. Alors, moi, j'ai eu un panel de formation assez large. Alors, majoritairement des demandes dans le domaine informatique, de technologies voilà, assez avancées, du Microsoft Azure, enfin, plein de choses. J'ai également des demandes aussi en bureautique et j'ai deux demandes un peu plus classiques. Voilà pour le panel de formation assez large. Donc, une fois que j'ai recensé tous mes besoins en formation, il a fallu que je fasse un choix. Comment monter mon dossier de subvention? J'avais deux options, hein, comme on vous l'a expliqué précédemment. Soit je me rapprochais directement de la Directe, soit je me rapprochais de mon OPCO. Alors moi, j'ai fait le choix de contacter mon OPCO pour des raisons pratiques, hein. Comme on a pu vous l'expliquer par le passé, précédemment. Moi, je connais bien notre OPCO, j'ai des échanges fréquents avec ma référente compétences. Donc, ça a permis de mettre en œuvre sur un plan administratif et puis, comme on l'expliquait aussi, sur un plan financier avec la subrogation. Ça a présenté certains intérêts pour moi. Donc, j'ai monté mon dossier de subvention. Donc, dans le dossier de subvention, il y a plusieurs documents importants. Je vais juste vous les relister rapidement. Donc, en 1, évidemment, il faut l'accord écrit du salarié. Ça rejoint donc, la notion de démarche partagée que j'exposais tout à l'heure. Ensuite, vous avez un document donc, qui s'appelle une demande FNE à compléter. Il y a plusieurs éléments à transmettre. Alors, c'est un peu technique, mais c'est pas très compliqué. Il y a le numéro d'autorisation d'activité partielle, des choses comme ça, une copie d'autorisation. Et puis après, il faut décrire toutes les formations que vous avez prévues et les étayer.
Alors, je dis les étayer, surtout pour les formations qui représentent un montant supérieur aux 1 500 euros. J'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure, on y répondra après, mais le seuil des 1 500 euros, c'est uniquement un seuil. C'est-à-dire que s'il y a une formation supérieure à ce coût-là, on peut quand même faire la demande. Et moi, j'ai quand même fait des demandes pour des montants supérieurs à 1 500 euros. Il faut juste justifier davantage, expliquer que ce n'est pas du e-learning pur, mais c'est une formation à distance avec un formateur, une formation longue, avec un expert notamment sur tel ou tel domaine. Voilà. Donc, tout mon dossier de formation a été complété. Donc, accord écrit du salarié, demande FNE, les devis de formation programmés. Et voilà. Il y a d'autres éléments aussi qui arrivent au fil de l'eau. Attestation de mise en formation, un dossier administratif assez simple. S'il fallait que je résume un petit peu toute cette procédure, ça s'est fait donc en 3 temps. Et ce qui a été plus compliqué finalement, c'est avant tout la compréhension et l'appropriation du FNE sur un plan juridique, s'assurer qu'on était bien dans les clous pour le mettre en œuvre. Une fois qu'on avait toutes les garanties, le reste est assez simple. C'est un recensement, voilà, des besoins en formation classiques. Et la mise en œuvre administrative auprès de l'OPCO ou auprès de la directe est quand même assez simple. Donc moi, j'invite vraiment tout le monde à entreprendre ce dispositif qui d'apparence peut paraître un petit peu compliqué, mais qui ne l'est pas au final, et c'est une réelle opportunité. Juste pour terminer, en conclusion, mon premier dossier de FNE, en fait, j'ai fait toutes les formations avant le 31 mai. Et c'est le retour que m'a fait l'OPCO, en fait. C'est que pour avancer le plus vite possible et pour être pris en charge le plus vite possible, il faut faire un dossier de demande pour toutes les formations avant le 31 mai. Si vous avez des formations programmées sur le mois de juin, vous pouvez également le faire, mais c'est vraiment le privilégier les formations qui auront lieu avant le 31 mai. Donc ça nécessite par contre une réactivité et il faut le faire vite. Même si évidemment on peut continuer sur le mois de juin, mais les organismes prendront en compte d'abord les formations sur le mois de mai. C'est le retour qui m'a été fait en tout cas. Voilà, donc j'espère avoir été assez rapide, Céline. C'est parfait. Merci à tous les trois pour ces interventions très concrètes. Donc, si on doit retenir quelque chose, c'est que malgré les apparences, c'est quand même un dispositif plutôt facile à mettre en place, qui est accessible en formation à distance et dont la durée de vie va au-delà de la période de confinement. Je propose qu'on passe rapidement aux questions-réponses avant de conclure. Donc, Romain, vous avez traité la question du plafond de l'entreprise, de la prise en charge à 1 500 euros. Peut-être, Benjamin, est-ce que l'organisme de formation doit-il avoir un agrément Datadoc? Oui, c'est une obligation. Alors, c'est tout simplement parce que on bénéficie de financement public. Et qu'à partir du moment où on touche de l'argent public, l'organisme de formation doit être répertorié Datadoc, donc qui est toute la norme autour de la qualité de la formation. Donc oui, c'est une obligation. Et c'est notre cas. Super. Alors, Denis, je vous laisse répondre à la question si la demande auprès d'un OPCO se fait quelle que soit la taille de l'entreprise ou si l'OPCO ne s'occupe que des PME, TPE. Alors, effectivement, il n'y a pas de limite non plus pour la prise en charge par les OPCO en considération de la taille de l'entreprise. Je pense que quand on met en avant le fait que les OPCO n'accompagnent que les TPE, PME, c'est plutôt sur la question du financement et en l'occurrence sur la logique de l'ingénierie. Les OPCO ont tout à fait la légitimité pour accompagner les entreprises, quelle que soit leur taille. Et particulièrement dans le cadre du FNE formation renforcée, on voit un certain nombre d'entreprises de petite taille, bien sûr, qui se rapprochent de l'OPCO parce que c'est pour elles beaucoup plus simple, mais aussi des entreprises de plus grande taille qui vont solliciter l'OPCO. En termes d'organisation, ça peut être aussi plus pratique pour elles de passer par cet interlocuteur. Ok, alors ensuite, on a une autre question qui vient d'arriver de Peggy. Y a-t-il un risque qu'une formation planifiée en juin ne soit pas prise en charge par le dispositif FNE? Alors, je vais peut-être revenir sur la question de la prise en charge et notamment par rapport à la date du 31 mai dont parlait Romain tout à l'heure. Il faut bien distinguer deux situations. La première, c'est celle que j'ai présentée parce que c'est celle de droit commun, j'ai envie de dire, dans le cadre du FNE formation renforcée. C'est un dispositif qui s'adresse aux salariés qui sont placés en activité partielle. À titre dérogatoire, le ministre du Travail, la ministre du Travail a souhaité permettre à des entreprises qui étaient couvertes par une demande d'autorisation de recours à l'activité partielle
mais pour des salariés qui n'étaient pas placés en activité partielle, de leur permettre de bénéficier également du FNE formation si d'aventure la demande de l'entreprise et l'action de formation ont effectivement été engagées avant le 31 mai. Donc, pour vous dire qu'à la fois pour ces salariés-là qui ne sont pas placés en activité partielle, ainsi que pour ceux qui sont placés en activité partielle, les actions de formation pourront se poursuivre au-delà du 31 mai, sous réserve que l'entreprise soit bien couverte par une autorisation de recours à l'activité partielle. Ok, je pense que c'était clair. Merci Peggy, j'espère que ça répond à votre question. Écoutez, je vous propose, il est midi 22, je vous propose qu'on conclue sur les prochains événements ADN Ouest. Donc, le prochain événement, c'est l'Assemblée Générale qui aura lieu cette année dans des conditions un peu particulières puisque à distance via une visio Zoom. Donc, tous les adhérents ADN Ouest peuvent évidemment s'y inscrire et participer. Écoutez, je vous invite à vous rendre sur le Klaxoon pour donner votre avis sur le webinaire. Je remercie nos 3 intervenants pour cette présentation que j'espère pour nos participants suffisamment complète, mais je n'en doute pas. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à bientôt lors de nouveaux événements ADN Ouest. Au revoir.